On va retrouver nos envoyés spéciales en Ukraine, Charline Hurel, avec Camille Souhaud. Bonsoir Charline. Les troupes ukrainiennes souffrent et elles espèrent de nouvelles livraisons d'armes de la part de la France, peut-être des Mirages. Les Mirages, c'est une vraie question ici en Ukraine parce qu'il y a un grand besoin de renforcer l'aviation ukrainienne, le contrôle du ciel qu'ils n'ont absolument pas parce qu'il est plutôt à l'avantage des forces russes. Et donc ces Mirages, évidemment, les soldats nous en parlent parce que c'est du matériel français, donc un matériel de qualité, nous disent-ils, sans faire trop de chauvinisme évidemment ici. Mais ça, c'est ce qu'ils nous disent. En revanche, il n'y a rien d'annoncé sur les Mirages et ça, les soldats en sont parfaitement conscients. Lorsqu'ils nous parlent des armes françaises, ils nous parlent évidemment des canons César. Encore ce matin, nous entretenions avec des personnes qui nous disaient la France a réellement enclenché en tout cas cette manière de livrer des armes qui nous sont utiles. Alors il y a besoin de munitions, d'armement parce que clairement c'est ce qu'il manque sur le front. Vous le voyez, il y a une intensité des combats particulière sur 3 fronts au moins dans le pays et donc un manque de munitions à savoir jusqu'à quand on va pouvoir tenir. Et puis toujours cette même parole des soldats qui nous disent, vous savez, on a l'impression de répéter la même chose depuis 2 ans et ils nous disent d'ailleurs, vous savez, c'est pas très bénéfique pour nous de dire qu'on est dépendant de l'armement de l'étranger, mais c'est une réalité. Donc voilà, en effet, les grandes attentes qu'il y a derrière la visite de Volodymyr Zelensky en France, évidemment, et cette question de l'aviation qui serait une très bonne nouvelle pour l'Ukraine, du moins pour les soldats, pour les troupes au sol. Merci beaucoup Charline Hurel, avec Camille Souhaud, nos envoyés spéciales dans le Donbass pour ces remontées de terrain extrêmement précieuses pour nous. Je rebondis avec vous, Solène Rioux. On a bien compris que les Ukrainiens ont besoin d'avions d'attaque. Alors on espère des Mirages, on espère peut-être des Rafales, mais il faut des avions de combat. Oui, que ce soit des Rafales, des Mirages, des F-16, des F-35. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, l'Ukraine, et Charline a très bien expliqué, a besoin d'avoir enfin peut-être un jour le contrôle du ciel. Oui. Ils ne l'ont absolument pas pour le moment. C'est plutôt en face l'aviation russe qui parvient à bombarder continuellement la ligne de front. Donc c'est extrêmement compliqué de ne pas avoir de support aérien, mais ça le général pourra l'expliquer beaucoup mieux que moi. Mais c'est en effet les demandes qui reviennent sur le terrain et surtout pour la dernière contre-offensive qui a échoué. Les Ukrainiens pointent du doigt le fait que l'aide occidentale n'est pas arrivée à temps et en particulier ces avions. Et là, on est sur environ 70 F-16 qui devraient arriver au printemps prochain, on l'espère, parce qu'on a le sentiment aussi qu'à chaque fois, la date est repoussée. Oui. Et la date recule. Donc, qui devrait arriver. Là, l'espoir pour les Ukrainiens, c'est que cette date-là soit respectée. Mais après, pour le type d'avion, en fait, ce que veulent les Ukrainiens, ce sont des avions, et c'est la supériorité aérienne. Qu'est-ce que ça changerait, général, l'obtention de ces avions d'attaque ? Si tous les avions sont présents en même temps avec les pilotes pour les piloter, ça peut changer quelque chose. Mais, à mon avis, pas dans les 3 ou 6 mois qui viennent. Effectivement, les F-16 sont annoncés au cours de l'année 2024. Les pilotes, il faut 1 an à 2 ans de formation. Il y en a qui sont en formation depuis plusieurs mois. Paraît-il qu'ils apprennent vite. Oui, c'est vrai, il paraît qu'ils apprennent très vite. Il y a une trentaine de pilotes qui sont en formation approfondie actuellement et une trentaine d'autres, effectivement, qui sont en train d'apprendre l'anglais. Voilà, c'était il y a 2-3 mois. Donc, la question n'est pas tellement de livrer ou de ne pas livrer. Les choix ont été faits, les avions vont être livrés, au moins les F-16. L'avantage du F-16 par rapport au Mirage, comme le spécifier, c'est que ça fait une seule chaîne logistique. Et si c'est pour ajouter des Mirages en plus, avec ce que ça implique comme nouveaux pilotes formés sur Mirage, avec la logistique qui va avec, ça ne va pas être très cohérent. Donc, on est bien plutôt sur l'option F-16, même s'il n'est pas certain que les Suédois n'aient pas livré des Gripen depuis quelque temps, puisqu'il y a des armes qui ont été livrées qui sont compatibles. Hein. Bon, ça, je ferme la parenthèse. Maintenant, est-ce que ça va servir ? C'est pas 2-3 avions dans le ciel qui vont changer grand-chose. Donc, il faut les utiliser en masse. Effectivement, d'abord l'interdiction aérienne, de l'interdiction de l'espace aérien, oui. Et après l'appui au sol, ce qui veut dire d'abord aussi de l'entraînement tactique entre les terriens et les aériens, ce qui n'est pas toujours gagné. Ensuite, comme je viens de le dire, il faut un temps, si on les a tous en même temps, ça peut contribuer à quelque chose. Moi, je ne pense pas que ça soit quelque chose d'utile pour l'année 2024. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que est-ce qu'il y a encore des forces capables au niveau terrestre de lancer une offensive ? Moi, j'ai un petit doute sur les capacités ukrainiennes aujourd'hui de refaire une contre-offensive comme elle a été montée depuis le mois de juin.
Aujourd'hui, la contre-offensive a échoué. Est-ce qu'ils sont capables d'en monter une deuxième? Si effectivement ils sont capables de monter une deuxième, avec les brigades nécessaires, les effectifs nécessaires, autre sujet, oui, là, l'aviation En a un général, sens. l'idée, c'est peut-être d'obtenir un feu vert maintenant pour des avions de chasse qui arriveraient l'an prochain. Oui, donc on est sur la guerre en 2025. Oui. Donc on est bien sur une année 2024 où l'armée ukrainienne doit tenir, en attendant que tout arrive pour qu'en 2025, s'il n'y a pas de solution obtenue à cette époque-là, on relance la reconquête de l'Ukraine. Pourquoi autant d'hésitation à livrer ces avions de chasse? Qu'est-ce que ça nous coûte? Ah non, mais je ne crois pas qu'il y a vraiment d'hésitation. Enfin, j'ai pas le sentiment qu'il y a d'hésitation. Je crois que les F-16, la décision est prise par les États, donc il y a les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège. La Belgique ne l'a pas fait parce qu'elle en a encore besoin. Il faut attendre qu'il soit remplacé par les F-35 américains. Toujours. Mais pour les Rafales et les Mirages... Alors Rafale, c'est pas la peine. Déjà, on n'en a pas tous pour nous. Alors, Voilà, il y a une réponse sur les Rafales. Les Mirages font partie aussi de notre flotte aérienne. Il y a, je ne sais plus combien, je crois qu'on a 90 Mirage 2000 D. Donc c'est pratiquement 40 à 50%, mais il faut vérifier les chiffres, 40 à 50% de notre flotte aérienne. Donc je ne pense pas qu'on puisse les livrer comme ça. 40 à 50% de la flotte aérienne. Oui, parce que les Rafales, on n'a pas eu tous nos Rafales, tels qu'ils étaient promis. Encore une affaire, voilà. Voilà. Pique en passant. Voilà. Donc on est bien sur des Mirages aujourd'hui, mais ce que je reviens, je crois que c'est pas le fait qu'on ne veut pas les donner. Peut-être que il y a peut-être d'autres raisons que j'ignore, mais il y a au moins ce que j'ai évoqué il y a quelques instants, la raison logistique. C'est un nouvel appareil à gérer, avec des techniciens à former à terre, des pilotes à former. Voilà, donc je pense que c'est plutôt une question de difficulté et de remplir le contrat dans le temps plutôt qu'un refus. Maintenant, il peut y avoir d'autres raisons qui justifieraient, mais ça je ne les connais pas, de ne pas livrer des Mirage 2000. On a quand même longtemps dit que les avions de chasse, ça allait être une ligne rouge comme tant d'autres armes qui ont finalement fini par être livrées, notamment les missiles longue portée, les Tornado par exemple. C'est fini ça. Mais à l'époque, rappelez-vous, il y a un an, en général, on en parlait sur ces mêmes plateaux de LCI, on disait Zelensky réclamait des avions de chasse, des avions de combat. Et nous on disait non, ça va être une ligne rouge de plus à franchir pour les Occidentaux, qui ont fini par la franchir de toute façon. Vous avez raison, mais on a du mal à comprendre effectivement un an après pourquoi avoir dit non ou avoir fait ça avec beaucoup de retard par rapport à aujourd'hui. Oui, tout à fait. Les avions, c'était le cas pour tout. On a du mal à comprendre. Ce qui est sûr, c'est que à la veille du déplacement de Volodymyr Zelensky, le patron des renseignements ukrainiens a rappelé l'importance des avions de chasse. Lui parle des F-16, évidemment, dont on parle depuis des mois. La question du F-16 est résolue. Comme tout le monde le sait, je pense. Il y avait quelques détails à régler, mais ils concernent des questions techniques telles que le transfert, la préparation des infrastructures, la préparation à la maintenance de ces avions, la formation au pilotage et le personnel de l'aérodrome. Mais tout le monde veut savoir quand. Soyez patients, la dernière étape est en cours. Vous savez, nos pilotes sont en train de passer leur diplôme. Donc tout le monde peut le faire, ce n'est pas si difficile. On peut parler de ce printemps? J'espère qu'on les verra dans le ciel au printemps. Oui, c'est ce qu'espère l'Ukraine, Michel Dzerzhansky. Ouais, tout à fait, ça c'est clair. Je pense que ça fait plus d'un an, effectivement, qu'ils réclament à corps et à cri de pouvoir avoir des avions. Après, sur la question de l'offensive, alors moi, je me pose la question, aujourd'hui, est-ce que ces livraisons d'avions à moyen terme, est-ce qu'ils ont une nécessité absolue pour une campagne offensive ou est-ce qu'ils peuvent aussi être là pour sanctuariser l'espace aérien et être dissuasifs? C'est là-dessus où je m'interroge. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une nécessité absolue, mon général, ou pas, que ce soit que de l'offensif? Est-ce qu'on peut les utiliser en défensif? Et dans ces cas-là, autre question, est-ce qu'ils ont la profondeur territoriale suffisante pour faire du défensif vis-à-vis de la proximité du territoire russe et donc des lignes de combat? Alors, c'est une question qu'on avait évoquée il y a un an, effectivement. Le F-16, on ne les voyait pas trop dans l'offensive, on les voyait effectivement dans l'interdiction ou la protection finalement, de l'Ukraine, mais dans l'après-guerre. C'est-à-dire pour sanctuariser l'Ukraine si jamais il n'y avait pas de victoire définitive sur le terrain. On l'avait évoqué sur le plateau. Alors, quand je parle d'offensive terrestre, je réagis peut-être plus par rapport au discours politique. Le discours politique, aujourd'hui, c'est on va reconquérir les frontières de 1991. Ce qui veut dire que pour moi, obligatoirement, ces avions seraient utilisés dans une offensive. D'où j'émets quand même le bémol. Est-ce qu'il y a encore assez de force pour mener une offensive à la fois aérienne et terrestre pour pas avoir que des avions en l'air et pas de troupes au sol? Parce que s'il n'y a pas de troupes au sol, il n'y a pas de reconquête. Voilà, donc on était bien dans deux situations. Moi, je voyais effectivement, c'est préparer l'après-guerre, parce qu'on ne voyait pas trop à l'époque si les F-16 pouvaient être livrés et les pilotes formés. On pensait d'ailleurs que la guerre en 2024 commencerait à s'estomper d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, on parlait beaucoup plus de victoire
victoire ukrainienne que de victoire russe, ça c'est une réalité. Aujourd'hui, on est dans une autre situation. On est en 2024, on a quand même quelques doutes sur l'issue de cette guerre. Et donc, effectivement, la réflexion est différente. Donc moi, je vois effectivement ces avions plutôt pour une offensive potentielle en 2025, qui serait logique, finalement, avec les pilotes formés, ce qui vient d'être évoqué. Pilotes formés, avions arrivés. Définition des aérodromes, c'est ça qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. Oui. Protection des aérodromes. Si on veut avoir des aérodromes avec des avions dessus, et protéger les avions, ça veut dire du défense solaire. Est-ce qu'il y aura assez de défense solaire pour protéger tous les aérodromes? Voilà, c'est une vraie question. Voilà, donc je crois que la première mission, c'est interdiction de l'espace aérien ukrainien aux avions russes. Ça, c'est la première mission, d'ailleurs, que ce soit pour garantir la sécurité future ou garantir la sécurité d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et puis après, plus c'est affinité, s'il y a une nouvelle offensive terrestre, oui, les avions seront disponibles, mais on ne les voit pas agir en 2024. On les voit plutôt agir, moi je les verrais plutôt agir en 2025. Est-ce qu'en recevant Volodymyr Zelensky pour la 3e fois depuis le début du conflit à Paris, Emmanuel Macron veut aussi replacer la France dans le jeu ukrainien et comme un élément central de la défense de l'Ukraine? On a bien vu les positions très fortes du président de la République qui ont fortement déplu à Vladimir Poutine. Les fameuses phrases, ne pas laisser la Russie penser qu'elle pourrait gagner la guerre. Donc il y a eu un investissement beaucoup plus clair et des déclarations beaucoup plus claires d'Emmanuel Macron. Mais on voit bien qu'en ce moment, chacun essaye. Chaque pays européen, je mets les États-Unis de côté compte tenu du débat un peu particulier, mais la situation aux États-Unis fait que on voit bien que les Européens ont très envie de montrer à l'Ukraine qu'ils ne laisseront pas laisser tomber l'Ukraine, même si justement les Américains ne financent plus la guerre ou ne donnent plus de crédit à l'Ukraine. Donc il y a une volonté, et c'est encore une fois, le Royaume-Uni a commencé au mois de janvier, on voit bien. Je parle des très grands pays, bien sûr. L'Allemagne va le faire. L'Allemagne débloque aussi du crédit. Il y a eu un appel de Scholz, du chancelier, il y a quelques jours, en visite justement aux États-Unis, en disant Européens, il faut se bouger. Et la France, effectivement, revient très fort avec un soutien. On verra les mots, parce qu'il y a les actes, bien entendu, les armes et le contenu de l'accord bilatéral de défense signé avec l'Ukraine. Puis on verra les mots utilisés par le président de la République demain lors d'une conférence de presse commune avec Zelensky. C'est pas inutile les mots. Encore une fois, les petits glissements sémantiques expliquent bien ou expriment bien la volonté du soutien. Mais là, il est vraiment sans ambiguïté pour empêcher la Russie de gagner.